Bien. Ce soir, je suis vraiment très honorée de vous présenter Pascal Perrineau. Pascal est professeur émérite des universités à Sciences Po Paris et président des alumni de Sciences Po. Il dirige le programme Vie politique et intervient comme expert dans de nombreux médias et instances scientifiques. Ses recherches portent principalement sur la sociologie électorale, l'analyse de l'extrême droite, du nationalisme et du populisme en France et en Europe, ainsi que sur l'interprétation des nouveaux clivages à l'œuvre dans les sociétés européennes. Il a été nommé par le président du Sénat garant du grand débat national de janvier à avril 2019. Il est l'auteur de nombreux livres, dont Les symptômes Le Pen, chez Paillard, Le dictionnaire du vote, aux presses universitaires de France, Le choix de Marianne, Pourquoi et pour qui votons-nous, chez Paillard, La France au front, Essai sur l'avenir du Front Nation, chez Paillard, Cette France de gauche qui vote FN, chez Seuil, Le vote disruptif, les élections présidentielles et législatives d'avril-mai-juin 2017, aux presses de Sciences Po, et également Le grand écart, chronique d'une démocratie fragmentée, chez Plon. Il a publié en février 2021 Le populisme aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je, et en 2022 Le vote clivé, les élections présidentielles et législatives d'avril-juin 2022. La carrière de Pascal est en effet brillante et impressionnante. Je ne pourrais, ce soir, énumérer toutes les fonctions qu'il a occupées, ni faire justice à tout ce qu'il a accompli. Sachez qu'il a publié au moins 18 ouvrages et qu'il est chevalier de la Légion d'honneur depuis 2016. Vous pouvez applaudir. J'ai une petite anecdote à partager avec vous brièvement. Après une session d'été de Middlebury, ça devait être au tout début que j'étais directrice, je suis partie en France afin de voir mes parents, qui sont très âgés. Mes parents vivent à côté de Perpignan, d'où ils sont originaires. Un jour, j'ai allumé le poste de télévision, car je voulais regarder les infos. Il était trop tôt pour le journal télévisé de 20h. Alors j'ai opté pour l'émission C'est dans l'air, sur France 5, l'une des chaînes publiques. Quelle n'a été ma surprise quand le journaliste animant l'émission a présenté Monsieur Pascal Perrineau. Pascal, qui avait enseigné tout l'été à Middlebury, se trouvait à nouveau devant moi, mais cette fois sur le petit écran. J'avoue avoir bu toutes ces paroles, l'avoir écouté très attentivement et avoir admiré ce magnifique orateur que vous allez entendre dans quelques instants. Je dois aussi avouer que ma maman, qui a maintenant 89 ans, était tout aussi impressionnée que moi par la prestance et l'intervention de Pascal dans cette émission bien connue des Français. Dernière petite chose que vous ne savez peut-être pas sur Pascal, qui est d'une grande discrétion, il a fait partie de la chorale un été. Et je viens de lui demander, est-ce que tu fais partie encore de la chorale? Et il m'a dit, ben non, je ne peux pas cette année. Moi non plus, je ne peux pas. Chaque année, je me dis peut-être que je vais faire partie de la chorale, mais non, je ne peux pas. Ce soir, toutefois, Pascal ne va pas nous chanter un hymne français. Il va aborder un grand sujet, un sujet très fascinant, mais parfois très déroutant, à savoir comment les Français voient-ils les États-Unis et les Américains. Accueillons donc très chaleureusement Pascal, à qui je cède la parole. Merci beaucoup de cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de fuir la lumière. Bien. Alors je ne vais pas chanter ce soir puisque je ne fais pas la chorale, sinon je vous aurais interprété ça sans problème. Là, je vais aborder un sujet, en effet, qui est un sujet sur lequel tout le monde a l'impression de savoir. Hein? L'image des Américains, des États-Unis, en France, on sait. Et chacun a sa réponse. Et dès que l'on travaille sur le sujet, à la fois dans le temps et dans l'espace, dans le temps sur le 19e et le 20e, que l'on regarde les différentes enquêtes qui ont été faites, on s'aperçoit que c'est un sujet beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Et les stéréotypes, vous verrez, parfois tombent les uns après les autres. Ce qui est assez rassurant. Alors, en effet,
la plupart du temps, les gens ont l'impression que ce qui prévaut en France, c'est l'anti-américanisme. Et beaucoup d'Américains, lorsqu'ils vont en France, se disent « Oh là là, mais comment on va être reçu? On va chez ces Français barbares, qui ont une très mauvaise opinion de nous, etc. » Et vous avez assez souvent la surprise de constater que c'est assez faux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'anti-américanisme, on va le voir, mais l'anti-américanisme qui se porte très bien dans le monde, hein, l'anti-américanisme est une des hostilités à des grandes puissances de ce monde qui se porte le mieux presque. Hein. Mais vous voyez par exemple que dans des zones comme le monde arabe, l'anti-américanisme, surtout aujourd'hui, est en effet déchaîné. Hein. En revanche, en Europe, l'anti-américanisme, pour moi qui ai un certain âge, est beaucoup moins important qu'il l'était lorsque j'avais votre âge. Lorsque j'avais votre âge, il y avait un vrai anti-américanisme en France. Il y avait des bases américaines en France, jusqu'en 1966. Et dans les années 60, il y avait en particulier, dans une partie de la gauche française et de la gauche communiste, qui était encore très importante, un véritable anti-américanisme. Aujourd'hui, cet anti-américanisme n'a pas complètement disparu, mais on peut constater tout de même qu'il est devenu relativement marginal. Cependant, de temps en temps, la conjoncture ramène l'anti-américanisme. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait un anti-américanisme dormant, assoupi, atténué, et que de temps en temps, vous savez, comme lorsqu'on met de l'eau chaude sur du café lyophilisé, ça reprend, ça bout, hein, et l'anti-américanisme réapparaît. Alors le grand moment, ça a été sous Bush, sur George Bush, la période 2003 de la guerre en Irak. Vous savez que la France, à l'époque, avait pris, et Chirac, qui était président, une position hostile à l'intervention américaine en Irak, en disant vous nous dites que voilà, il faut intervenir en Irak parce que les Irakiens ont des armements extrêmement sophistiqués. Nous disons que c'est faux et que ça n'est pas la peine que les États-Unis interviennent en Irak. Et à l'époque, ça avait suscité, je me souviens, on était ici, à Middlebury, ça avait suscité un anti-hostilité à la France, ici, qui était tout à fait impressionnante, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Et du côté français, l'anti-américanisme réapparaît tout d'un coup, et toute une série de livres, en particulier, ça c'est un livre qui est de 2003, si ma mémoire est bonne, le livre d'Éric Dior, qui est un journaliste, Un couple infernal, et alors lui carrément il projette 200 ans de francophobie et d'anti-américanisme, en disant la francophobie ici, aux États-Unis, et chez nous, l'anti-américanisme. 200 ans. C'est véritablement largement rapide, c'est un raccourci journalistique, hein, qui a permis peut-être à Éric Dior de vendre son livre, mais qui est assez faux. Et on va essayer aujourd'hui d'être un peu plus malin, ou de tenter d'essayer d'être malin, c'est pas toujours facile, hein, mais enfin le soir, comme ça, après une journée paisible, on peut essayer d'être malin, et de s'inspirer de ce grand philosophe et historien qui était Ernest Renan, au XIXe siècle, qui constatait, lui déjà, un anti-américanisme assez répandu à la surface du globe. Et il disait, le monde marche sur une sorte d'anti-américanisme, mais qui blesse nos idées raffinées. Alors ce soir, on va essayer de faire le raffinement. Hein, le raffinement. Pour manier les stéréotypes, le raffinement à la française. Hein, voilà, le raffinement grand siècle. Voilà. Alors, d'abord, l'image. Si vous voulez, pourquoi il y a beaucoup de livres, pourquoi on travaille depuis assez longtemps, en histoire, en sociologie, en sciences politiques, sur l'image des pays, sur les effets miroirs entre les pays. Il faut savoir qu'un des plus grands historiens français, René Raymond, un de ses premiers ouvrages a été consacré à l'anti-américanisme au milieu du XIXe siècle. C'était un grand ouvrage. Pourquoi? Parce que l'image d'un pays, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, l'image d'un pays, c'est un élément essentiel de la politique de ce pays, de la politique d'influence de ce pays. De ça, mais on ne le dit jamais, je vous l'ai mis, parce qu'on est à l'école française, de sa puissance douce, mais jamais un Français dira sa puissance douce. Il dira son soft power.
Voilà. Hein? Donc, le soft power, le soft power, c'est aussi essentiel que l'hard power. Hein? Voilà. On le voit, regardez dans le conflit aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit est un conflit, c'est vrai, d'hard power, d'armées qui se tirent les unes sur les autres, mais on voit bien que dans la stratégie internationale, le soft power est décisif. Et là, l'Ukraine a gagné. Et la Russie a perdu. Hein? L'Ukraine a gagné parce qu'elle a ce dirigeant absolument étonnant qui sait manier le soft power comme peu de personnes savent le manier. Hein? Mais c'est un ancien acteur, bon, il a du métier, il a de la subtilité, il est malin comme un singe, il a déjà joué dans des documentaires et des films, il a déjà joué le président avant d'être le président. Donc il connaît bien les mécanismes pour être un président convaincant. Poutine, c'est pas le même genre. Il connaît les services secrets, il connaît les mauvais coups, il sait comment on peut tabasser éventuellement quelqu'un pour l'interroger, mais il est moins bon sur le soft power. Ça, il est nettement moins bon. Hein. Il fait bêtise sur bêtise en termes, ce qu'il vient de faire, par exemple, sur le fait de rendre à nouveau impossible la livraison de blé, en particulier aux pays africains, c'est une énorme bêtise. Hein. En ce qui concerne le soft power, parce que ça redonne à nouveau l'image d'une Russie qui est indifférente au sort de l'humanité, indifférente à ceux qui ont le plus faim dans le monde. Hein. Et donc c'est extrêmement maladroit. Alors, avant de parler de l'image des Américains en France, ou de l'Amérique en France, qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, il faut parler de l'image de la France aux États-Unis. Quand vous regardez les enquêtes, je regardais ça dans les sondages américains, aujourd'hui, l'image est plutôt bonne. Nous avons, c'est bien, on peut rester ici pendant 2 mois sans se faire insulter, voilà. On est à peu près admis, voilà, vous êtes français, bon. Quand on nous connaît, on dit, ben voilà, c'est plutôt sympathique, vous êtes plutôt un pays sympathique. Cependant, attention, c'est extrêmement sensible à la conjoncture. Et en 2003, il y a eu un véritable effondrement de l'image de la France aux États-Unis. Qui se traduisait par le fait, alors moi ça m'avait frappé, je n'ai jamais mangé beaucoup de frites, mais ça m'avait frappé, heureusement, parce que sinon j'aurais beaucoup souffert. Les French fries étaient devenus des Freedom Fries. On poussait l'hostilité à la France jusqu'à retirer, et ça a commencé, j'ai été regardé, je me dis, mais quel est l'imbécile qui a conçu ça? Et c'est en fait à la cantine de la Chambre des représentants. C'est à la cantine de la Chambre des représentants que des députés, donc américains, ont dit, ah non, non, les Français n'en parlent plus, sont des horreurs, et on va appeler ça les Freedom Fries. Hein, puisque vraiment, les French Fries, on ne doit pas, c'est vraiment leur reconnaître un intérêt qu'ils n'ont pas. Hein. Donc, vous avez eu un véritable effondrement, et qui est rentré, comment dire, qui est rentré en résonance avec ce qui est plus fréquent, une hostilité à la France chez certaines élites américaines. Et en particulier, à l'époque, il y avait des spécialistes de remarques, je ne les ai pas notées, si vous voulez, je pourrais vous les dire, mais des remarques qui étaient vraiment insultantes sur la France et les Français. Et Madame Condoleezza Rice, qui était soi-disant une diplomate, n'avait rien de diplomate quand elle parlait de la France. Elle était d'une agressivité peu commune. Autre personne extrêmement agressive, Donald Rumsfeld. Mais là, il nous avait habitués davantage. Rumsfeld, il ne fait pas dans la nuance. C'est un personnage un peu, voilà, viril, diront certains, d'autres diront grossier. Voilà. Hein. Ed Koch, l'ancien maire de New York, a dit des monstruosités sur les Français et la France. Mais vraiment des monstruosités. Hein. Et un homme que j'aime bien, pourtant, John McCain, hein, chez les Républicains, un type intelligent, sympathique, a dit des choses assez dures sur la France, mais il avait besoin de se positionner politiquement chez les Républicains, et il savait qu'il fallait flatter l'aile la plus anti-française des Républicains dans le sens du poil.
hein, et il avait cédé à cette facilité de la francophonie. Alors, je disais, dans les années 2000, énormément de livres vont sortir. De 2002 à 2004, il y a plein de livres qui sortent en France sur l'anti-américanisme. Mais il faut savoir que l'anti-américanisme est en fait une très vieille histoire. Il y a dans cette profusion de livres, il y a de très bons livres, hein, je vais vous en citer 3, qui d'ailleurs s'attaquent à l'anti-américanisme. Hein, ce n'est pas du tout des livres qui reprennent l'anti-américanisme. Ils cherchent à le comprendre, à l'expliquer, mais ils ne sont pas du tout anti-américains, tout au contraire. Le meilleur livre, c'est le livre d'un universitaire, Philippe Roger, historien, qui s'appelle « L'anti-américanisme, une histoire ancienne ». Hein, une histoire ancienne, et on va s'efforcer, avec Philippe Roger, de remonter un peu cette histoire ancienne. Alors je vais distinguer deux niveaux. L'anti-américanisme dans les élites, chez les dirigeants, et l'anti-américanisme dans le peuple. Et vous verrez que c'est très souvent différent. Il y a des constantes dans l'anti-américanisme chez les élites. Et c'est là où on retrouve encore aujourd'hui le plus d'anti-américanisme. C'est dans les élites intellectuelles. Mais chez les gens raisonnables, qui ont du bon sens, chez les gens de peu, comme on dit, chez les gens d'en bas, l'anti-américanisme est très faible. Il existe, mais il est très faible. Il est beaucoup moins virulent que parmi les élites intellectuelles. Alors, quand on distingue cet anti-américanisme d'élite, on s'aperçoit qu'il a tout de même beaucoup changé, en particulier dans ce qui l'a inspiré. Et paradoxalement, vous allez voir que ça commence avec l'anti-américanisme britannique, que l'on comprend très bien. Vous vous êtes émancipé des Britanniques. Vous avez créé votre pays contre les Britanniques. Vous vous êtes battu avec les Britanniques. Il était normal que la puissance coloniale voit d'un très mauvais œil ces Américains qui prenaient leur liberté. Hein? Et donc, il y a un anti-américanisme britannique qui se développe énormément au début du XIXe siècle. Et ça se développe avec un livre qui va être vendu de manière incroyable de Frances Trollope, Domestic Manners of the Americans. Mais ça va être un vrai succès de librairie. Et dans ce bouquin, les deux thèmes, c'est des thèmes alors, qui vont être repris plus tard, de la vulgarité des Américains. Les Américains sont des gens vulgaires, hein, pas sophistiqués, mais vulgaires. Prenez pas ça pour vous, hein, c'était vos ancêtres. Et deuxièmement, l'absence de culture. Alors ça aussi, ça tourne tout seul. Hein, l'absence de culture, quand vous parlez à quelqu'un d'abruti en France, un peu anti-américain, le premier truc qu'il a, il n'y a pas de culture aux États-Unis. Alors vous lui expliquez que c'est là où il y a les plus beaux musées du monde. Non, ça n'existe pas, c'est des histoires. Hein, bon, d'accord. Donc là, vous avez un premier anti-américanisme qui, au début du XIXe siècle, hein, est vraiment la matrice de l'anti-américanisme. L'anti-américanisme, au départ, c'est les Anglais qui l'inventent. Hein, c'est les Anglais qui l'inventent, et on comprend assez bien. C'est un rapport de puissance coloniale à décoloniser les Américains qui s'émancipent. Deuxième américanisme, ça bouge, et d'ailleurs René Raymond, dont je parlais tout à l'heure, le montre assez bien, c'est dans les années au milieu du XIXe siècle, les deux anciennes puissances qui se sont affrontées, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, commencent à se rapprocher diplomatiquement, internationalement, et ce rapprochement des deux puissances américaines et britanniques va créer une critique française qui va être autonome par rapport à la matrice de départ, qui était la matrice anglaise. Et on retrouve chez des auteurs prestigieux, en particulier chez Baudelaire, chez Stendhal, des traces d'anti-américanisme, même plus que des traces parfois, hein, un anti-américanisme parfois très fort, chez Stendhal par exemple, c'est récurrent. Hein. Et qui se fait autour de deux thèmes un peu différents de tout à l'heure. Ça se fait autour des thèmes de la médiocrité. Là, on reconnaît le côté aussi un peu élitiste de pas mal d'intellectuels français, et d'une vie petite bourgeoise. Les Américains ne pourraient mener qu'une vie
qui est une vie à la fois un peu médiocre et très petite bourgeoise, avec la critique intellectuelle très forte, d'ailleurs qui se fait en Europe et en France, sur la médiocrité des petits bourgeois. Voyez, hein, vous êtes un petit bourgeois, vous êtes forcément un type médiocre, quoi. Hein, comme disait encore récemment un sociologue français qui met en pamoison les intellectuels français, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu disait, qu'est-ce que c'est qu'un petit bourgeois? C'est un bourgeois qui se fait petit pour devenir grand. Voilà. Hein. C'est-à-dire vraiment le type médiocre qui s'écrase, qui rase les murs, voilà, qui passe sous les chaises, qui rampe, quoi. Quelqu'un de détestable. Hein, parce qu'il a un esprit petit, comme sa condition sociale. Hein. Il y a un mépris de la petite bourgeoisie qui est absolument... Encore maintenant, d'ailleurs, quand on dit, ah vraiment, t'es un bourgeois, ah, on se dit, c'est pas mal. T'es un petit bourgeois, voilà, il faut vraiment aller se coucher, quoi. Il n'y a plus rien à espérer. Hein, plus rien à espérer. T'es un bourgeois, ah, là, c'est tout de même bon. Hein, on peut bien le prendre. Un grand bourgeois, ah ouais, attention. Hein, voilà. T'es un aristocrate, c'est pas une insulte. Petit bourgeois, c'est vraiment une stigmatisation, une disqualification, hein, dans la culture française. Et puis, on va arriver à une troisième période, qui est l'anti-américanisme moderne, qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Alors, qui est, comment dire, entretenu, avivé par plusieurs événements. D'abord, la guerre de sécession. Hein, ce pays, qui est un pays qui sombre dans la guerre civile, où les méchants Yankees vont mettre sous tutelle les confédérés, vous savez, le terme de Yankee, ça vient de cette époque-là. Hein. Et Dieu sait si Yankee va devenir peu à peu une insulte. Hein, dans les manifestations, moi je me souviens, il y avait des foules entières qui criaient « Yankee, go home! Yankee, go home !» hein, voilà, c'était on ne disait pas « USA, go home hein, », c'était « Yankee hein, », les Yankees. Et d'ailleurs, dans de multiples langues au monde, Yankee ça a été approprié par l'espagnol, approprié par différentes langues dans le monde, hein, Yankee. Donc un anti-américanisme qui est avivé par la guerre de sécession, mais aussi parce qu'il va devenir une constante de l'anti-américanisme, l'anti-impérialisme. On découvre que les États-Unis peuvent être une puissance impériale, éventuellement agressive, et qui cherche à régler à sa manière l'ordre du monde. Hein. Et ça va être la guerre hispano-américaine de 1898, qui s'articule sur les processus d'émancipation de plusieurs pays, en particulier Cuba et les Philippines. Et les Américains sont censés accompagner ces processus d'émancipation, mais bien sûr les intérêts politiques, économiques, des Américains dans ces régions du monde vont faire qu'il y aura une forme d'impérialisme économique qui va s'établir sur ces pays. Donc ça y est, l'image de l'impérialisme américain est née. Et aujourd'hui, elle perdure. Hein. Qu'est-ce que c'est que les États-Unis? C'est une puissance impérialiste. Vous allez vous promener dans les pays du tiers-monde, et en particulier du tiers-monde africain ou arabe, surtout, c'est une litanie. Hein, les Américains, qu'est-ce que c'est? Les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance impérialiste. Associée dans le monde arabe à leur avant-garde qu'est Israël. Hein, et c'est devenu quelque chose hein, d'extrêmement massif, mais qu'on retrouve, moi je me souviens, quand j'enseignais en Égypte ou au Liban, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les opinions arabes de manière extrêmement forte. Hein. Et là, ça diffuse hein, jusque, j'allais dire, en bas de ces sociétés, hein, avec une détestation des États-Unis hein, et des Américains, bien sûr, hein, qui est extrêmement, extrêmement forte et qui ne va pas en s'améliorant. Hein, qui ne va pas en s'améliorant. Et puis, derrière tout ça, il faut tout de même prendre conscience, en particulier quand vous lisez, quand vous discutez avec des hommes politiques, des leaders d'associations, qu'il y a en fait dans les élites européennes et les élites françaises l'idée tout de même que le monde était mieux avant. Et que à partir des années
des années 30, naît un monde post-européen. Que les puissances européennes n'ont plus du tout le rôle de leadership qu'elles pouvaient avoir. Et en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, c'est complètement acté. Et donc, il y a une certaine forme de jalousie qui va se développer par rapport au déplacement du centre du pouvoir dans le monde, de l'Europe, de la France, grande puissance coloniale, vers les États-Unis. Comme aujourd'hui, on pourrait analyser certainement l'apparition d'un fort sentiment anti-chinois comme le déplacement du centre du pouvoir vers la Chine. Vous avez certainement des cultures d'hostilité à des pays qui se développent en fonction du rôle que ces pays jouent sur la scène internationale. Mais là, en tout cas, à partir des années du début du XXe siècle, et en particulier des années de l'entre-deux-guerres, il y a certainement cette jalousie qui est extrêmement forte, et particulièrement entre Français et Américains. Pourquoi? Parce que nous sommes les deux seuls pays vraiment universalistes. C'est-à-dire que les Américains considèrent très souvent, les élites américaines, que ce qui est bon pour les Américains est bon pour le monde. L'Irak, c'est un peu ça aussi, voilà. La démocratie, ils n'y comprennent rien, mais c'est pas grave, on l'a exporté avec l'armée américaine. Voilà. Parce que c'est bien pour eux. Voilà. C'est-à-dire, on sait ce qui est bien pour les autres, quoi. Même s'ils n'en veulent pas. Et s'ils n'en veulent pas, on va leur imposer par les armes. Et en France, il y a aussi un universalisme. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est bon pour le monde entier. Et pas simplement pour les Français et les Européens. C'est bon pour le monde entier. Donc quand il y a deux universalistes, il y en a un de trop. Et donc, la concurrence entre les deux, la cohabitation de ces deux universalismes n'est pas simple. De ces deux modèles universalistes qui en plus ça ne fonctionnent pas de la même manière. On le voit aujourd'hui. Vous créez l'universel de manière très différente des Français. On le voit dans la lecture des émeutes aujourd'hui. J'en parlais à mes étudiants ce matin. Les Américains, la presse américaine lit les émeutes d'une manière absolument incroyable. Nous sommes présentés comme des horreurs post-coloniales, pratiquant un racisme systémique, etc. Voilà. Parce que nous ne savons pas reconnaître le rôle des communautés, vous connaissez ça, voilà, c'est le multiculturalisme. Vous faites de l'universel à partir du multiculturel. Nous, on ne fait pas l'universel du tout de cette manière. Il y a un modèle républicain qui est un modèle républicain d'intégration. Et ce qu'on demande, c'est à ce que les communautés puissent vivre dans l'espace privé, mais elles n'ont pas à avoir de reconnaissance dans l'espace public. Je dis souvent à mes étudiants, moi je suis catholique, ma mère me disait toujours, quand j'allais à l'école, j'avais une médaille à l'époque, là je suis en voie de déchristianisation, j'avais une médaille marquée Pascal, et avec la date de mon baptême, et ma mère me disait toujours, tu mets ta médaille dans ta chemise et tu fermes. Tu n'as pas à imposer ton appartenance communautaire religieuse à tes camarades. Ils n'ont pas à savoir que tu es catholique. Ce n'est pas leur problème. Il faut respecter toutes les croyances. C'est un discours très tolérant. Mais tu ne fais pas, tu n'affirmes pas ton appartenance religieuse. On n'a pas à le savoir. Ça ne nous intéresse pas dans l'espace public qu'est l'école publique. Alors, au XXe siècle, les choses, bien sûr, évoluent. Les États-Unis vont intervenir de manière décisive dans les deux guerres mondiales, en 1917 dans la Première Guerre mondiale et après l'agression des Japonais à Pearl Harbor lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors quand on regarde les évolutions de l'opinion, on est frappé de voir que l'aide américaine décisive de 1917 va laisser des traces extrêmement positives dans les années 18-19, mais suivies ensuite d'une extraordinaire déception collective en France vis-à-vis de l'isolationnisme américain. C'est-à-dire que l'isolationnisme américain se met en place dans l'entre-deux-guerres et que, voilà, on s'attendait à ce que cette Amérique généreuse ait quelque chose à dire au monde, mais pas en se repliant
sur les États-Unis. Et là, il y a une véritable déception. Le fait, par exemple, que les États-Unis ne rentrent pas dans la création des grandes organisations internationales, etc. Donc il y a une déception vis-à-vis de l'isolationnisme américain qui est mal compris et qui va gâcher largement l'extraordinaire avancée de l'image des États-Unis en France dans les années 1917, 1918, 1919. Ensuite, rebelote lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un rôle majeur, bien sûr, tout à fait décisif des États-Unis, avec le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, dans la libération du territoire national, même si les relations entre le général de Gaulle et Roosevelt n'étaient pas ce qu'il y avait de mieux au monde, mais enfin il y avait tout de même un respect entre ces hommes. Et quand vous regardez les enquêtes, ce qui est très intéressant, c'est que l'opinion française, quand vous lui posez la question juste après la guerre, vous demandez aux Français, par exemple, qui a joué le rôle le plus important dans la libération de l'Europe. Et l'URSS arrive avant les États-Unis. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, les opinions ont été très marquées par les combats de l'armée rouge, et en particulier par la grande bataille de Stalingrad. Il ne faut pas oublier que la France, à l'époque, est un pays dans lequel un Français sur 4 est communiste. Le plus grand parti français à la Libération, c'est le Parti communiste. 25%. 1 million d'adhérents. C'est le grand parti français. Et vous avez autour de ce parti un anti-américanisme extrêmement fort. Ce parti est le parti le plus fidèle soutien de l'URSS en Europe, dans l'Europe libre, j'entends. Hein, parce que les autres partis communistes, eux, ils ont été de toute façon soumis à la botte de Moscou. Mais le Parti communiste français est, dans les pays restés libres, dans les démocraties occidentales, celui qui fait, j'allais dire, le meilleur service après-vente pour l'URSS en Europe. Et on voit réapparaître tous les thèmes de l'hostilité aux Yankees. L'Américain est quelqu'un de cupide, d'affairiste, c'est l'horreur du capitalisme. Prenez les pays du monde, le plus horrible sur le plan du capitalisme, ce sont les États-Unis. Et le capitalisme est l'ennemi à abattre. Cette perception populaire, qui ne va pas durer d'ailleurs, elle va être extrêmement renforcée, légitimée dans le monde intellectuel par ce que certains appellent le philo-communisme des intellectuels. C'est-à-dire les intellectuels français vont dans tous les secteurs, artistiques, littéraires, philosophiques, adhérer au Parti communiste ou être ce qu'on appelle des compagnons de route du Parti communiste. C'est-à-dire des gens qui étaient dans la mouvance du Parti communiste. Et vous avez des intellectuels aussi prestigieux que Sartre, Aragon, Éluard, Picasso, vous voyez, tout ça, qui sont dans la mouvance du Parti communiste ou directement associés au Parti communiste. Le philo-communisme des intellectuels français, le journal, par exemple, des intellectuels qui s'appelle les Lettres françaises, est un journal, mais incroyablement lu à l'époque. Et parmi les grands intellectuels, ne pas être communiste ou philo-communiste est très difficile en France. Vous avez, par exemple, dans le domaine qui nous intéresse, des sciences sociales, un grand sociologue libéral, qui est Raymond Aron. La vie de Raymond Aron sera une vie très difficile. Parce que l'intolérance du milieu intellectuel français est redoutable. Ça n'a pas tellement changé d'ailleurs. Mais enfin, à l'époque, il est redoutable. Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Vous vous rendez compte de la connerie, de la bêtise de ce genre de phrase. Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. On est au sommet de la bêtise, quoi. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est quelque chose qui est complètement repris, et Raymond Aron sera toujours tenu à longueur de gaffe et renvoyé comme étant un intellectuel au service des Américains, un chien du capital, etc. Dernier point à comprendre en France, c'est le gaullisme. Alors, le gaullisme n'a jamais été un anti-américanisme.
Mais le gaullisme, dans une Europe qui est travaillée par une logique des deux blocs, cherche à tracer une voie moyenne, une voie de relative indépendance par rapport au bloc. C'est-à-dire que le général de Gaulle considère qu'il faut à la fois avoir un dialogue avec les soviétiques et bien sûr avec les Américains, et qu'en cas de conflit, les choses sont claires, la France appartient au bloc atlantique. Mais que quand il n'y a pas de tension, la France doit avoir sa propre politique d'indépendance par rapport au bloc. C'est de Gaulle, l'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il considère en effet qu'il y a une forme de colonisation culturelle, politique, économique des intérêts américains, sans être hostile aux États-Unis. Par exemple, les rapports qu'il aura éphémères, étant donné que Kennedy sera assassiné vite, il avait une grande admiration, par exemple, pour John Kennedy. Voilà, regardez comme ça peut durer. Vous reconnaissez George Bush, on est en 2003, et vous avez... Ah, ça s'éteint, c'est pour la dramatisation. Vous avez en effet un président français dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne réagit pas de manière très positive aux propos tenus par George Bush. George Bush est plein d'allant, hein, il a l'air d'y croire, lui a l'air de croire exactement le contraire. C'est-à-dire, il se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi, hein, il raconte vraiment n'importe quoi, aux yeux de Jacques Chirac. Aux yeux de Jacques Chirac. Cette photo, là, elle est exceptionnelle. Tout est dit, il n'y a pas besoin de faire des discours et des conférences. D'ailleurs, j'allais me coucher. Alors, les ouvrages sur l'anti-américanisme, vous voyez, qui paraissent tous dans les années 2002-2004, sont en fait des ouvrages qui dénoncent l'anti-américanisme. En disant, mais tout ça c'est de la pensée stéréotypée. Vous avez un très bon ouvrage qui s'appelle L'anti-américanisme de Pierre Rigoulot, critique, vous voyez, d'un prêt-à-penser rétrograde et chauvin. Choses sont claires, c'est très dur pour l'anti-américanisme français. Et West Brom, puis le Coca-Cola, c'est le paradoxe. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est toujours dans les manifestations où on brûle des drapeaux américains. C'est très, très intéressant. Il y a plein de manifestations dans le monde arabe, dès que ça dégénère, on brûle un drapeau américain, puis après ça va mieux, quoi, les gens sont soulagés. Et en général, les gens qui brûlent, ils ont des Nike. Et la dernière fois, c'était extraordinaire, c'était en Tunisie. Il y avait un type qui brûlait le drapeau américain avec NYPD. New York Police Department. Le type ne devait pas savoir ce que c'était. Il avait mis son t-shirt et il brûlait le drapeau américain avec une ardeur. Il était entièrement habillé comme un jeune américain. Et entièrement. Ça, c'est un livre tout à fait remarquable d'un journaliste et intellectuel français maintenant disparu, Jean-François Revel, sur l'obsession anti-américaine, son fonctionnement, ses causes et ses inconséquences, et le livre qui, à mon avis, reste le meilleur, sur la généalogie de l'anti-américanisme américain. Vous pouvez le trouver en poche, hein, ça se lit très très bien. Hein, l'ennemi américain, et vous voyez en effet la statue de la liberté en force de mort et non pas en force de vie. Hein, voilà. C'est vraiment l'ouvrage de référence. Mais au-delà, vous avez encore aujourd'hui des ouvrages qui tentent de véhiculer l'anti-américanisme. Quels sont-ils? C'est des ouvrages très souvent qui viennent de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Les autres horizons sont moins touchés, sauf un, qui est le milieu de l'immigration, en particulier l'immigration maghrébine, qui continue à véhiculer un anti-américanisme assez solide. Là, vous avez de l'extrême droite un livre qui est un manuel. Vous avez envie d'être anti-américain, mais il faut avoir de bonnes raisons. Donc, 20 bonnes raisons pour être anti-américain. C'est un ouvrage d'un proche de Jean-Marie Le Pen, qui s'appelle Martin Pelletier, et qui est d'un anti-américanisme assez argumenté,
C'est-à-dire, si vous voulez faire jouer à l'anti-américain intelligent, vous pouvez essayer de lire ça. Vous êtes un anti-américain informé. Voilà. Vous avez des chiffres, voilà, sur l'hégémonie du dollar, insupportable, sur l'industrie culturelle américaine, insupportable, sur Hollywood, insupportable, etc. Là, c'est, vous voyez, dans les banlieues, à Paris, place de Clichy, hein, un des leaders de mouvements qui sont les mouvements de protestation régulière des banlieues, est en train de brûler un drapeau américain sur lequel sont inscrites toutes les victimes de l'impérialisme américain, dont des gens, on se demande pourquoi, vous voyez, il y a la mort de Traoré, mais on ne voit pas en quoi l'impérialisme américain est responsable de la mort de Traoré. Mais c'est pas grave, il est sur le drapeau, et on brûle, avec une foule qui crie des slogans anti-américains, on brûle le drapeau américain. Et là, vous avez la couverture d'un très récent numéro de la revue d'extrême droite Crisis, qui est la meilleure revue d'extrême droite. Je ne vous fais aucune... vous ne faites pas, je ne vois pas, mais il y a des revues d'extrême droite, des livres d'extrême droite qui sont indigentes, tellement c'est sot, c'est idiot. C'est comme pour les revues d'extrême gauche, il y a des trucs qui sont complètement débiles. Hein. Mais de temps en temps, il y a une pensée d'extrême gauche, une pensée d'extrême droite. Et là, c'est la revue dirigée par Benoît. Et vous voyez là les États-Unis qui s'attaquent avec une batte de baseball au monde. Hein, voilà. Donc, à l'extrême droite, l'anti-américanisme, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est surtout souvent axé sur la culture. Ce qui les insupporte, c'est la culture américaine. Et l'internationalisation de la culture américaine. Ils dénoncent l'impérialisme économique, bien sûr. Les traités de libre-échange, bien sûr, avec les États-Unis. Mais c'est l'hégémonie culturelle qui les insupporte absolument. La lutte, par exemple, contre tous les américanismes dans la langue française. Voilà. Le E, il dirait puissance douce, il ne dirait pas soft power. Il dirait puissance douce. Voilà. Et l'anti-américanisme, bien sûr, de la gauche, encore aujourd'hui. Alors ça, c'est le journal communiste, Humanité, qui commande, c'est beaucoup plus récent, vous savez qu'il y a en ce moment des négociations qui sont interminables, très longues, très difficiles, entre l'Union européenne et les États-Unis pour l'établissement d'un traité de libre-échange. Bien. Ça a été interrompu en 2016, là ça redémarre, etc. Et la gauche communiste et la gauche de la gauche, et les filles, la France Insoumise, Mélenchon, sont arc-boutés contre l'éventualité d'un accord transatlantique. Et là, les communistes prétendent avoir le texte secret dévoilé de cet accord transatlantique qui verrait les États-Unis mettre la main sur tous les pays européens. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez ça, vous oubliez ça, c'est tout de même un graphisme très particulier. C'est typique du graphisme antisémite, quoi. Hein? Et regardez, ça c'était l'affiche qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, annonçait l'exposition Le Juif et la France au palais Berlitz à Paris. Regardez. Hein? Et c'est très intéressant parce qu'en ce moment, beaucoup de gens travaillent sur l'antisémitisme de la gauche en France. Hein? Le principal responsable de la gauche en France, Jean-Luc Mélenchon, de temps en temps fait des sorties qui sont, comme on dit en français, borderline. Quoi. Ou toujours, alors il dit non, c'est pas antisémite, c'est antisioniste. Ok. Vous voyez, souvent la distinction entre les deux est assez ténue. Hein, assez ténue. Et là, en tout cas, c'est très intéressant. L'inconscient du dessinateur communiste est assez intéressant. Alors, changeons de registre et parlons de nous, les Français. Alors là, vous allez voir que le ton change. Vous allez voir que les États-Unis, sauf exception rare, ont une bonne image en France. Une bonne image. Vous avez là, c'est tiré de ce centre américain qui est formidable, Pew Research Center, oui, c'est vraiment 2023. La réponse, ça a été fait en même temps, au début de l'année 2023. Ceux qui ont une réponse favorable, une conception favorable, une perception favorable des États-Unis.
Et vous avez les résultats dans le monde, dans les pays qui ont été sondés. Bien sûr, on n'a pas sondé absolument partout. Et en Europe. Et vous voyez qu'en France, bon, c'est une majorité absolue. Il y a le seul pays dans lequel il y a une minorité, c'est la Hongrie. La Hongrie qui est un pays qui a une spécificité culturelle très forte et qui est dans une lutte politique de préservation de l'identité magyare, comme ils disent. Préservation de l'identité hongroise contre toutes les autres influences. Que ce soit l'influence russe, l'influence roumaine, l'influence polonaise, l'influence américaine, l'influence européenne. Les Hongrois, c'est la citadelle assiégée en ce moment. Et ils ont un leader qui est en plus de ça, M. Orbán, qui est un leader populiste assez talentueux. Et il a sa population derrière lui. Il a sa population derrière. Les Magyars, vous savez, la Hongrie, c'est un pays qui a été sans arrêt coupé, divisé, etc. Et là, le fait qu'ils aient retrouvé une certaine unité nationale, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Et donc, vous voyez, c'est le seul pays, mais des pays qui jadis étaient, par exemple, comme l'Espagne, assez anti-américains. 55%. On dit toujours, ah, c'est votre frère. Bon, le United Kingdom, 59, c'est bien, mais regardez la Pologne. La Pologne, ils savent bien que, voilà, à l'heure du danger, il faut mieux s'entendre bien avec les Américains. Parce que si ça dégénère, eux, ils sont au premier rang, ils se prennent les Biélorusses, ils se prennent les Russes, et ils ont envie, derrière, qu'il y ait les Américains. Et voilà. C'est comme, on aurait les mêmes sondages dans les pays baltes, ça serait exactement la même chose. Les pays baltes sont aussi extrêmement pro-américains. Parce qu'ils savent, ils sont très redevables à Joe Biden, ils savent qu'avec Joe Biden, ce qui n'était pas du tout le cas avec Trump, ils peuvent compter sur une intervention américaine. Espérons qu'on n'en arrivera pas là, parce que là, ça va vraiment dégénérer. Mais, vous voyez, on voit bien comment. Mais regardez des choses assez étonnantes. L'Amérique latine, que l'on présente souvent comme étant le bastion de l'anti-américanisme. Le Mexique, 63, Brésil, 63, l'Argentine, 51. Là, c'est un échantillon national représentatif des populations. Le Canada, vous avez des problèmes avec les Canadiens. C'est trop près. Il y a besoin de ce... c'est la stratégie des petites différences. Quoi, Les Canadiens, les Américains tout de même, bon, ça va, mais enfin, faut pas abuser. L'Inde, 65. 65%. L'Indonésie, vous voyez, des pays dont on se dirait, voilà, ça doit être l'Indonésie, une très forte population musulmane. 56%. Et là, bien sûr, mais là, là, c'est exactement la même chose que pour la Pologne. C'est-à-dire, si ça dégénère à Taïwan, là, les Coréens du Sud et les Japonais, ils savent où est leur intérêt. C'est d'être comme ça avec les États-Unis d'Amérique, sinon c'est fini. Sinon c'est fini. Et en Afrique, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya. Donc, les États-Unis ont plutôt une bonne image dans le monde qui est interrogé, attention. Il n'y a aucun pays, par exemple, arabe qui a été interrogé. Là, certainement, les pourcentages ne seraient pas ces pourcentages-là. Mais est-ce qu'on a interrogé Israël? Oui. 87. Là aussi, ils savent. Israël, ça se traverse en 1 heure, pour une armée bien entraînée. Donc, s'il n'y a pas le soutien américain, là, ça devient très difficile. Ils savent très bien se soutenir eux-mêmes, les Israéliens. Ils se débrouillent vraiment pas mal, mais ils sont entourés, le moins qu'on puisse dire, de forces hostiles. Ce n'est pas un environnement géopolitique très porteur pour les Israéliens. Et surtout quand ils ont la politique qu'ils mènent actuellement. Donc, un anti-américanisme, vous voyez, qui est résiduel. Là, c'est la part des Américains, de ceux qui considèrent que leurs intérêts sont bien défendus, qui disent que les États-Unis prennent en compte les intérêts de leur pays dans les décisions politiques internationales. Alors, vous voyez, la Pologne, bien sûr, arrive en tête, parce que les voyages, en particulier de Biden en Pologne, rassurant les Polonais, en disant « vous en faites pas, on sera là ».
Si ça dégénère, on est là. Hein. Ça rassure énormément les Polonais. L'Allemagne a complètement changé. C'est extrêmement intéressant de voir ça. Vous savez, l'Allemagne, c'était un pays qui voulait maintenir à distance un peu un soutien trop explicite des États-Unis, qui voulait avoir de très bonnes relations avec les Russes, qui était marqué par un pacifisme extrêmement profond. C'est fini. L'Allemagne est devenue un pays qui aujourd'hui est plutôt même en pointe sur la guerre en Ukraine. Ça y est, les Allemands sont devenus un acteur international. Alors qu'avant, c'était un acteur économique. Ce n'était pas un acteur politique au plan international, un acteur militaire. Là, vous avez... c'est moi qui éteins tout, non? Ensuite, la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne. Les Espagnols ne considèrent pas que les Français assez peu que les États-Unis. Bon, voilà. Et vous voyez que c'est très sensible à la conjoncture. C'est-à-dire que là, quand vous prenez la courbe française, on passe de Bush à Obama, hop, ça augmente. On passe d'Obama à Trump, hop, ça descend. On passe de Trump à Biden, hop, ça monte. C'est-à-dire la figure du président américain est extrêmement importante dans le dispositif de la perception que l'on a des États-Unis prenant en compte les intérêts de votre pays. Alors je voulais, parce que je m'ai trouvé trois qui sont assez bonnes, sous forme de caricature, ça c'est l'embellie Obama. Tout le monde était pour Obama en France. C'est un couple français qui regarde la télé, le soir ils voient Obama et ils disent mais qui va-t-on haïr maintenant? Parce qu'ils avaient appris à haïr Bush, Bush le sanguinaire, Bush l'horrible président américain, etc. Et là ils se disaient Obama formidable, noir, premier président noir démocrate, fantastique, un type libéral, formidable, il va changer le monde, etc. Il a fait ce qu'il pouvait. Et les Français se disent, mais qui va-t-on haïr quoi, on ne peut plus être anti-américain avec Obama. Et, il est trop sympathique ce grand garçon. Voilà. Et Obama, alors on faisait voter, c'est très amusant parce qu'on fait voter les Français comme s'ils votaient aux États-Unis. Et Obama devait avoir 90%. Il était élu au second tour avec 90% en France. Bush se retrouvait avec, vous voyez, 10%. Le pays rêvé pour les démocrates américains en France. Là, la dépression Trump. Alors là, Trump président, c'est pour empêcher les Mexicains d'entrer. Non, c'est pour empêcher les Américains de sortir. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a très bien marché, mais... Et Joe Biden, Joe Biden disant bonjour au petit Macron, avec son gros sous-marin, c'est au moment de l'affaire australienne. Les Français avaient bien vendu leur sous-marin, les Américains sont arrivés et ils ont fait casser le marché. Ça a créé une crise diplomatique, bien sûr, entre les deux, parce que petit Macron, il est en colère. Là, il sourit de tout son sourire superbe, il a même enlevé ses Ray-Ban, mais le petit n'est pas content. Le petit n'est pas content du tout. Alors, ça, vous voyez, en même temps, c'est en 2020, on a laissé passer un peu les déceptions, et vous vous apercevez que les relations, ceux qui pensent généralement que leurs relations avec les États-Unis, les relations de leur pays avec les États-Unis, ils sont optimistes. Regardez la France. 84%. L'Allemagne, 84%. Paradoxalement, les Britanniques, moins. À 10 points en dessous des Français et des Allemands. Donc ça, vous voyez, ça montre qu'il n'y a pas, aujourd'hui, dans les années 20, il n'y a pas d'anti-américanisme en France. On considère que, voilà, tout ça est optimiste et Biden a fait beaucoup pour que les choses se recalment. C'est vrai que si Trump arrivait à nouveau, ça poserait problème. Si c'est un autre que Trump, je crois que ça ne provoquera pas le même choc. Mais en tout cas, Biden a beaucoup, en dépit du gros sous-marin, quand les Américains font des affaires, ils font des affaires. Même quand c'est pas très correct. Parce que là, l'affaire n'était pas très correcte. Mais enfin,
je comprends, ça coûte cher un sous-marin. Voilà. Alors, on va terminer par une enquête qui date un tout petit peu, mais les choses n'ont pas changé. J'ai pris une conjoncture tranquille, où il n'y avait pas d'histoire avec les États-Unis d'Amérique, et il n'y avait pas d'histoire avec les Français du côté américain. Période calme, 2008. C'est pendant l'été, les gens sont calmes, ils sont en vacances, ils sont tranquilles. Alors, là, dans ce sondage qui a été fait auprès d'un gros échantillon, vous avez, là, encore plus qu'aujourd'hui, 62% des Français qui déclarent apprécier beaucoup ou assez les États-Unis d'Amérique. C'est énorme, hein. C'est presque 2 Français sur 3, hein. 2 Français de base sur 3. Alors, quand on regarde, il y a des milieux qui sont très favorables, où là, ça va jusqu'à 80%. Ce sont les jeunes, hein, en particulier les 18-25 ans, et même dans l'échantillon, il y avait des 16. Donc 16-25 ans, là, les États-Unis sont très populaires. Hein, très populaires. Les couches supérieures, c'est-à-dire les cadres supérieurs, les professions libérales, l'école blanc, ça, ils sont très pro-américains. Hein. Voilà, il y a une image très positive des États-Unis. Et la droite. Mais attention, pas l'extrême droite. Pas du tout l'extrême droite. La droite. La droite et le centre, c'est-à-dire ce qui reste du parti gaulliste, les républicains, l'UDI, le parti du centre, vous voyez, ceux qui aujourd'hui votent Macron. Hein, ça, ce sont des gens qui sont très pro-américains. En revanche, les milieux hostiles, il n'y en a que 2. C'est très intéressant, parce que j'ai cherché dans les données, là où ça passait en dessous de 50%. Hein, et ça descendait de 62 à 50, à 40, à 30, etc. Il n'y a que 2 milieux hostiles aujourd'hui encore. C'est ceux qui se sentent proches du Parti communiste français. Ils ne sont pas très nombreux, heureusement, donc ça ne pose pas de problème. Hein. Et ça, en revanche, ils sont beaucoup plus nombreux. Et ceux qui se sentent proches du Front National. Là, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est les 2 seules populations en France dans lesquelles les États-Unis tombent nettement en dessous de la barre des 50%. Là, il y a de l'anti-américanisme populaire. Chez les communistes et chez les frontistes, chez les lepénistes. Alors ensuite, on a posé une question qui est une question ouverte, c'est intéressant. On demandait aux Français, mais qu'est-ce que vous... Bon, vous êtes favorable, mais qu'est-ce que vous associez aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui fait que, voilà, vous êtes favorable? De manière spontanée. Alors il y a énormément de réponses. Là, celle qui arrive en tête, c'est la grandeur et la puissance. Ce qui nous fascine, ce qui nous intéresse, on est favorable parce que c'est quand même un grand pays. C'est un grand pays, c'est une puissance économique, culturelle, etc. Et c'est valorisé. La puissance en tant que telle est valorisée. Après vient New York. Chez les Français, le rôle, c'est pour ça que j'ai mis la photo de New York en première page, le rôle de New York est essentiel. C'est la porte d'entrée aux États-Unis d'Amérique pour les Français. Hein, et pour beaucoup de Français. Hein, Claude Lévi-Strauss, très grand intellectuel français, quand il est arrivé à New York, il parle de New York de manière extraordinaire d'ailleurs. Hein. C'était pour lui l'image positive qu'il développe des États-Unis d'Amérique, c'est New York. Ensuite, le président Bush, en 2008. Hein, ça doit être la droite un peu sérieuse, quoi. La liberté, la valeur de la liberté est mentionnée. Ensuite, le dollar. La guerre en Irak et l'impérialisme, ça c'est pas positif. Le World Trade Center et les attentats du 11 septembre. On aurait pu se dire que c'était plus haut. Non, on est en 2008, hein, ça commence à s'éloigner. Hein. Et vous voyez qu'il y a des choses assez contre-intuitives, quoi. Hein. Grandeur, puissance, New York, et puis le président, même si c'est Bush, c'est pas grave. Surtout que Bush, en 2008, il était plus fréquentable. Vous voyez, hein. Il s'est amélioré avec le temps. C'est comme le vin. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que la culture américaine aux yeux des gens, des Français de base? Alors, ils ont fait toute une série de questions sur 6 thèmes. D'abord, les lieux. Quels sont pour les Français les lieux? Le lieu écrasant, c'est New York. C'est New York. Après, la Maison-Blanche. Et après, Hollywood. Le reste, c'est en dessous.
c'est 20%, 15%, etc. Mais ça, c'est les 3 lieux emblématiques pour les Français. Alors bien sûr, il y a un registre politique avec la Maison-Blanche, il y a un registre culturel avec Hollywood, et avec New York, c'est cette espèce de fascination française. Très souvent, il y a des Français, une fois qu'ils ont vécu aux États-Unis, ils disaient « ce serait très bien si les États-Unis, c'était partout New York ». Voilà, parce qu'ils se sentent merveilleusement bien dans cette ville. Bon. Alors que beaucoup d'Américains ne se sentent pas bien à New York. C'est paradoxal. Hein. Et ils n'ont pas tort, parce que ce n'est pas une ville facile à vivre. Hein. Les objets. Alors là, il y a des tas d'objets, qui vont des objets extrêmement prosaïques, etc. Les 3 objets qui sortent, alors il y en a un qui est très inquiétant, c'est le fast-food. Pour 3 Français sur 4, le fast-food, c'est un objet caractéristique des États-Unis. Hein? Ils devraient faire attention, parce qu'en France, ça commence à devenir aussi un objet, hélas, caractéristique. Hein? Le basketball, ensuite. Ça, on voit que le basketball, qui ne passionne pas l'opinion publique française, est étroitement associé aux États-Unis. Hein? Et d'ailleurs, quand les joueurs français deviennent très bons, ils partent où? Ils partent aux États-Unis. Hein? Et ça, le grand classique, le jean. Le jean. On a beaucoup là, voilà. Hein? Le jean, moi j'en ai plusieurs, donc je suis fasciné par le jean, j'en ai de toutes les couleurs. Les marques, ensuite. Les marques. Il y en a 2 qui existent. Le reste, ça n'existe pas. Ford, etc. C'est Coca-Cola. La réussite de cette marque est absolument hallucinante. Parce que beaucoup de marques se déclinent maintenant à partir de Coca-Cola. On enlève Coca, puis c'est Cola après. Hein. Donc c'est une marque qui a réussi comme peu de marques réussissent au monde. Hein. Donc Coca-Cola et McDonald's. Je n'irai pas plus loin. Les cinéastes, ensuite. Alors on demande les cinéastes, hein, pas les acteurs de cinéma. Hein, les cinéastes. Alors, et on est en 2008, hein, attention. Alors il y en a 2 qui sont, pour vous, c'est pas tellement étonnant, Steven Spielberg, bon, 66%, c'est un dieu en France. Tout le monde considère Spielberg comme un type génial, ce qu'il est d'ailleurs. Et Clint Eastwood. Hein, Clint Eastwood, tous les films de Clint Eastwood marchent de manière... Alors c'est très américain. Le personnage est incroyablement américain. Mais c'est un personnage qui touche énormément la sensibilité française. Hein? Et alors vous, ça ne vous touche pas, mais les Français sont des fanatiques. Woody Allen. Alors Woody Allen, en plus de ça, avec les histoires de mœurs qu'il a pu connaître, c'est devenu l'horreur aux États-Unis. Hein? Mais en France, pas du tout. Il est resté, c'est vraiment un des cinéastes qui est le plus regardé. Les gens adorent Woody Allen. Hein? Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, Woody Allen n'est pas une vedette. Hein? C'est pas une vedette, même avant ses histoires, c'est pas une vedette. Hein? C'est des films un peu d'intellectuels new-yorkais, torturés et tout, voilà. Bon. Hein? C'est pas... Voilà. Hein? Mais Woody Allen est un... Voilà, s'il n'avait pas la France, Woody Allen, il ne serait pas bien. Hein? Les chanteurs. Alors c'est amusant, les chanteurs, parce que c'est un mélange de vieilles valeurs et de nouvelles valeurs. Elvis Presley et Armstrong. Armstrong. Presque un Français sur 2. Louis Armstrong, vous voyez. C'est l'histoire ancienne, vous voyez, c'est presque... Voilà. Hein. Mais Louis Armstrong, c'est vraiment... reste hein, un trompettiste américain extrêmement écouté, un chanteur aussi, extrêmement écouté et extrêmement associé aux États-Unis. Et son côté extrêmement sympathique, en plus de ça, très chaleureux, vous voyez, plaît beaucoup aux Français. Et Elvis Presley. Bon. Et ça, on ne peut pas... Vous voyez, le film d'Elvis Presley, là, qui est sorti, a eu un succès en France littéralement phénoménal. Et même des très jeunes qui ne s'intéressaient pas à Elvis Presley sont venus à Elvis Presley par le film. Hein? Et Elvis Presley reste un des chanteurs américains les plus écoutés. Les plus écoutés. Des valeurs plus neuves, en 2008 encore, Madonna et Michael Jackson. Hein? Ensuite, ça s'effondre. Les autres sont beaucoup, beaucoup moins connus. Les séries télévisées, alors là, c'est très connoté de l'époque.
Hein. Aujourd'hui, on aurait certainement un autre classement. Hein. Dallas, qui a incroyablement impressionné les Français, qui était très associé pour les Français aux États-Unis, pas toujours pour le meilleur, parce que les personnages de Dallas sont particulièrement antipathiques. Hein. Mais c'était associé à une certaine image du capitalisme américain hein, et du capitalisme texan, mais ça a fait, il faut savoir que c'est un succès mondial, Dallas. Hein, et que le nombre de familles dans le monde entier qui ont donné comme prénom les noms des héros de Dallas est gigantesque. Hein? Jusque dans le monde arabe, en Tunisie par exemple, il y a beaucoup de djihad. Hein? Et ça a été une fascination, Dallas. Une fascination un peu morbide, vous voyez, c'était de temps en temps, regardons comme ils sont bien dégueulasses, quoi. Hein? Voilà, hein? Comme ils sont bien horribles, quoi, ces Texans. Hein? Voilà. FBI porté disparu, bon maintenant ça c'est quelque chose qui fait partie, je sais pas, et Desperate, c'est pas Desperate Housewives. Ça, alors là, ça, les Français retrouvaient les banlieues américaines avec les petites maisons bien proprettes, les femmes américaines hyper maquillées, les histoires de tromperie entre les couples, etc. Ça fascinait tout le monde. Tout le monde était complètement fasciné par ça. Et on connaissait toutes les héroïnes, même les hommes, toutes les héroïnes de Desperate Housewives, on les connaissait sur le bout du doigt. On aurait fait une interrogation écrite à l'époque sur Desperate Housewives, tout le monde connaissait ça. Hein? Parce que c'était pour nous, les Français de base, c'était véritablement l'Amérique. Et l'Amérique aussi telle qu'on peut l'aimer. Cette Amérique des périphéries urbaines, avec les bagnoles, les barbecues, les piscines, et vous voyez, voilà. Hein. Moi, je vois ce qui me fascinait quand il y avait l'armée américaine près de... J'ai été élevé à Tours. Il y avait l'armée américaine qui était dans la forêt de Chinon jusqu'en 1966. Et quand j'étais gosse, voilà, on connaissait bien sûr les soldats américains, on discutait avec eux, et ils nous emmenaient dans leur maison. Hein. On faisait des groupes d'étudiants et on allait dans leur maison. Et pour nous, c'était fantastique, parce qu'ils avaient reconstruit les pavillons américains, les petites barrières blanches, la piscine, le barbecue, tout était là, comme aux États-Unis. Hein. Et c'était pour nous, ils avaient des grandes bagnoles américaines, des Studebaker, etc. Mais ça créait une popularité des Américains dans toute la région. La région était mais hyper pro-américaine, à cause du way of life, du mode de vie américain. Hein. C'était un mode de vie tellement différent du nôtre que ça fascinait. Hein. Gérard Depardieu, qui était à Châteauroux, le grand acteur français, Gérard Depardieu, qui était un voyou, à l'époque c'était un petit voyou, avait exactement la même fascination pour les Américains à Châteauroux. Il le raconte à plusieurs reprises, il était littéralement fasciné. Et c'est vrai que c'était un bout d'Amérique, hein, un bout d'Amérique en Europe. Et ça fascinait beaucoup les jeunes, et en particulier les jeunes Français à l'époque. Alors bien sûr, on se comprenait assez mal au lycée avec les jeunes qui étaient communistes. Pour eux, quand on allait chez les Américains à Chinon, passer le week-end, on était des traîtres. Hein, on était des traîtres, on était soumis à l'impérialisme américain. On leur disait, vous avez tort, c'est génial, on regarde des films super, il y a des piscines, il y a des barbecues gigantesques. Le week-end, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du vélo avec papa-maman, mais venez voir les Américains. C'était... Alors, il y avait des conflits culturels entre nous, mais très importants, essentiels. Et la conclusion, c'est quand vous regardez ça, aussi bien chez les élites, mais surtout dans le peuple, dans les populations, dans les opinions publiques, c'est que à chacun ses États-Unis d'Amérique, quand vous regardez hein, en détail, chacun a son image, chacun, comme le dit Andy Warhol, hein, a son Amérique à soi. Et puis, des morceaux, dit-il, d'une Amérique imaginaire qu'on croit être là, mais qu'on ne voit pas. Hein. Alors, cette Amérique imaginaire, vous la voyez quand même au travers des données de sondage. Hein. On voit bien qu'il y a une forme d'Amérique imaginaire, faite d'un peu de New York, d'un peu de Coca-Cola et d'un peu de Steven Spielberg. Vous voyez, hein. Hein, il y a cette, alors on ne la voit pas comme ça directement, elle n'est pas hypersensible. Hein. Mais
il y a cette Amérique qui est là, cette Amérique imaginaire, qui est dans l'imaginaire collectif français, hein, encore aujourd'hui, qui parfois a des petits côtés un peu archaïques. Hein, voilà, Elvis Presley, c'est pas, vous voyez, c'est pas moderne, hein, c'est l'Amérique un peu d'hier, mais ça reste extrêmement présent pour les Français. Il y a eu des tas de chanteurs français qui ont copié complètement Elvis Presley. Il fallait avoir la même coupe de cheveux, vous voyez, qu'Elvis Presley. Pas de Trump. Trump, ça n'a jamais eu de succès en France. Mais celle d'Elvis Presley, ça avait énormément de succès. Hein, énormément de succès. Mais au fond, vous apercevez que chacun bricole son Amérique à soi. Et qu'en particulier, chez les intellectuels, ça a beaucoup bougé. Et que l'anti-américanisme viscéral que moi j'ai connu pendant, je dirais, 40 ans, chez les intellectuels. Hein. Les années 50, 60, 70, et encore le début des années 80. Hein. Là, vous avez, chez les intellectuels, un anti-américanisme qui est... Oh. Et après, l'anti-américanisme se déstructure. Il connaîtra un petit regain avec Reagan. Parce que Reagan apparaît aux yeux des Français, où il y a le cow-boy qui devient président de la République. Là, les Français se disent, un inculte qui est président de la République. Alors que Reagan était un type beaucoup plus fin, on veut bien croire. Hein, beaucoup plus fin, beaucoup plus malin, on voulait bien croire. Mais ça a réactivé un peu d'anti-américanisme. Mais après, avec Bill Clinton, etc., vous apercevez qu'on revient au fond à une perception qui est une perception relativement apaisée des États-Unis d'Amérique, et que l'anti-américanisme intellectuel est en train de se déstructurer et qu'il n'est plus fort que chez les marginaux. Hein? Des marginaux qui sont réellement marginaux, les communistes, et un peu aujourd'hui la France insoumise, hein, et les marginaux de l'extrême droite. Mais qu'à part ça, j'allais dire tout le reste, ce qu'on appelle en France l'arc républicain, qui va des socialistes aux républicains en passant par les macroniens, les écolos, etc., ne sont plus du tout anti-américains comme ils pouvaient l'être encore il y a 30 ou 40 ans. Et que donc, je vous invite à vous rendre extrêmement nombreux de l'autre côté de l'Atlantique et vous serez extrêmement bien reçus. Voilà. Et dans la tradition de Middlebury, j'invite les étudiants à poser les premières questions. Moi j'en ai une. Oui. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui était épatante. Avant d'arriver à Middlebury cet été, je venais de terminer le roman Les années d'Annie Ernaux. Et ce qui m'avait le plus marqué en la lisant, c'était deux citations qu'elle avait été évoquées au sujet des attaques du 11 septembre, où elle a parlé de la pureté de l'événement et le prodige de l'exploit. Donc, est-ce que vous pourriez commenter un peu la réaction un peu compliquée, un peu... Voilà, hétéroclite des Français après l'attaque du 11 septembre. Alors, globalement, l'attaque du 11 septembre est vécue comme un traumatisme par les Français. Un véritable traumatisme. Apparaît quelque chose, un slogan qu'on n'avait jamais entendu en France, nous sommes tous américains. C'est ça la réaction. C'est pas autre chose. Nous sommes tous américains. Même des gens qui faisaient profession d'anti-américanisme. Même les anti-américains économiques, par exemple, qui sont nombreux, qui considèrent que voilà, la puissance impérialiste américaine est trop importante. Vraiment, la réaction c'était « nous sommes tous américains ». Et les sondages, à l'époque, mesurent une solidarité phénoménale comme on n'en avait jamais connu avec les États-Unis d'Amérique. Il faut dire, si vous voulez, qu'il y a une solidarité entre pays touchés par le terrorisme. La France est un pays qui a été très touché par le terrorisme et qui le sera encore. Dramatiquement touché par le
les Américains découvrent le terrorisme. Ils connaissaient un terrorisme, mais qui était un terrorisme intérieur, hein, de marginaux américains, très anti-étatistes, qui avaient, en effet, voilà. Mais ils ne connaissaient pas ce type de terrorisme. Et là, ils sont touchés par le terrorisme, et il y a eu aussi en France, indépendamment de la solidarité avec les États-Unis, une émotion vis-à-vis d'un acte terroriste de masse, un massacre de masse. Hein, voilà. Donc c'est aussi la France qui fait un retour sur elle-même et sur la souffrance collective liée au terrorisme. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a les intellectuels qui sont les professionnels de la petite provocation médiocre. Et qui veulent cultiver leurs différences, veulent jouer au chien savant. Ah, tout le monde s'émeut, mais c'est facile. Cette émotion de masse est une émotion à la limite vulgaire. Hein? Et donc je vais introduire une lecture plus complexe, plus sophistiquée. Hein? Et là, c'est peut-être, je ne l'ai pas lu, il faudrait lire le contexte dans lequel Annie Ernaux, et Annie Ernaux est très proche de l'extrême gauche. Elle est très proche de Jean-Luc Mélenchon, elle a été manifestée récemment avec Jean-Luc Mélenchon. Bon. Et vous savez, il faut faire très attention. Les engagements politiques des intellectuels, c'est souvent dramatique. Vraiment. Je préfère les engagements de l'homme de la rue ou l'engagement des intellectuels. L'homme de la rue dit moins de bêtises qu'un intellectuel en matière politique. Très souvent. Les monstruosités qui ont été dites par tous ces intellectuels dont je vous parlais tout à l'heure, c'est hallucinant. On n'en reviendrait pas. Sartre le premier. Et ensuite, le nombre d'intellectuels qui ont soutenu jusqu'à une date avancée le mouvement des Khmers rouges lors de l'invasion de la capitale du Cambodge par les Khmers rouges, c'est hallucinant. Vous avez 2 ou 3 intellectuels français de renom qui ont soutenu au-delà de la limite de l'insoutenable ce qui se passait au Cambodge, où à peu près la moitié de la population, plus de la moitié de la population a été éliminée physiquement. Hein, bon. Donc, les intellectuels peuvent dire vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Et peut-être qu'Annie Ernaux, c'est le cas, mais je ne veux pas me prononcer, il faudrait que je regarde le contexte. Mais vous avez eu 2 ou 3 intellectuels qui ont éprouvé le besoin, heureusement ce n'étaient pas les plus brillants, qui ont éprouvé le besoin de cultiver leurs différences sur la lecture des attentats du World Trade Center. Et puis vous avez, mais ça c'est autre chose, c'est ceux qui ont dit cet attentat, il y a autre chose derrière. Alors, vous aviez des lectures, mais des lectures folles. Hein. C'est les services secrets américains, c'est la CIA, c'est Israël, des machins absolument des fous, quoi, hein. Et qui étaient parfois relayés dans la presse, ce qui est très malsain. Ce genre de rumeurs sordides, il faut ne pas en parler. Et parfois c'était relayé dans la presse et on donnait un statut à ce qui est du fake, de la fake lamentable, on leur donnait un statut qu'ils n'auraient pas dû avoir. Mais globalement, la réaction a été, du moins, mais même au niveau des élites, les élites politiques sont impeccables aussi à l'époque. Hein, impeccables. Vous avez vraiment une réaction qui est une réaction totalement unanime. Et c'est rare en France. C'est rare. Et d'ailleurs, ensuite, ça sera vécu quand la France sera touchée par les attentats de Paris. La France fera l'objet d'une solidarité mondiale absolument impressionnante. Et je crois que du côté américain, en tout cas, ça sera, voilà, les États-Unis d'Amérique renvoient l'ascenseur. Voilà. Oui. D'abord, merci de votre présentation. J'ai une question. À votre avis, quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans la gestion de l'image des États-Unis à l'époque? Alors, je vais vous dire 2 choses. Je ne suis pas le mieux placé, parce que les réseaux sociaux, je les pratique peu. Voilà. Donc je ne suis pas le mieux placé. Cependant, pour ce que je sais,
il y a de tout vis-à-vis des États-Unis sur les réseaux sociaux. Vous avez des sites qui sont des sites violemment anti-américains, en particulier dans l'extrême droite la plus révolutionnaire, c'est-à-dire celle que l'on appelle l'extrême droite identitaire, hein, où là vous avez des gens qui sont d'un anti-américanisme et qui ressortent de très vieilles lunes sur les États-Unis, en particulier les États-Unis sont dirigés par les Juifs. Hein, ce qui est une vieille, très très vieille litanie de l'anti-américanisme dont je n'ai pas parlé. Hein. Mais les Juifs jouent un rôle phénoménal, ils sont sous la botte d'Israël, etc. Oui. Israël leur dit de faire ça, ils le font. Donc, vous avez ça. Vous avez dans certains milieux radicaux de l'immigration, plutôt maghrébine d'ailleurs qu'africaine. Hein. Vous avez une hostilité qui est une hostilité aux États-Unis, d'abord parce qu'il y a un vieil antisémitisme dans ce type de population, et que d'autre part, ça a été extrêmement ravivé par le soutien que les États-Unis d'Amérique apportent à Israël. Et comme la Palestine est devenue un véritable abcès de fixation, la Palestine c'est très pratique pour le monde arabe, parce que le monde arabe est incroyablement divisé. Les États arabes sont incroyablement divisés entre eux, avec des affrontements qui peuvent être des affrontements extrêmement violents. Ce qui les unit, c'est la Palestine. Donc, la Palestine joue un rôle énorme parce que c'est ce qui permet au monde arabe de cacher ses divisions et de dire, voyez, nous sommes comme un seul homme derrière les Palestiniens. Et la Palestine devient à ce moment-là la figure emblématique de toutes les souffrances. Hein, c'est très mobilisateur. On le voit, hein, chez nous, chez les jeunes de banlieue. Hein, ils sont très souvent avec des drapeaux palestiniens, par exemple, ou avec des kéfiers palestiniens. Hein, la Palestine est un signe de ralliement. Hein. Et puis, vous avez encore des zones de l'extrême gauche, alors là, qui véhiculent, mais moi, ce que j'ai connu quand j'avais 18 ans, mai 68, qui véhiculent un très vieil anti-américanisme sur le thème de l'impérialisme. Ça, c'est par exemple Jean-Luc Mélenchon, hein, la lecture des traités internationaux en ce moment, et Biden le va-t-en-guerre aussi. Hein. C'est-à-dire la chose qui consiste à dire, écoutez, l'effort que les Américains font aux côtés de l'Ukraine, c'est pour leurs intérêts. Hein. Et en fait, c'est Biden qui est le va-t-en-guerre, parce que Biden a besoin de vendre des armes au monde entier, d'essayer des armes américaines sur le territoire ukrainien, et Biden est perçu comme un vrai va-t-en-guerre dans cette frange de l'opinion. Pas du tout dans l'opinion publique française en général, mais à l'extrême gauche, oui. Hein, à l'extrême gauche, il est perçu comme quelqu'un de dangereux. Mais vous avez, j'ai lu, donc quand vous lisez dans la presse américaine, il y a des critiques internes vis-à-vis de Biden sur son engagement hein, aux côtés de l'Ukraine. Hein. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais vous poser une question à propos de l'anti-américanisme, ou en tout cas la position de l'Église catholique française par rapport aux États-Unis pendant le XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle. Puisque les États-Unis, pour l'Église catholique en général, historiquement, c'était un grand pays protestant, tout d'abord. C'était un pays moralement laxe, et c'était un pays capitaliste, et donc contraire à la doctrine sociale de l'Église. Je me demande quelle était la position de l'Église catholique française. Écoutez, quand vous regardez les textes de la Conférence épiscopale de France, la Conférence épiscopale de France, c'est la réunion des évêques de France, de l'Église catholique, et c'est eux qui produisent le plus de textes à dimension intellectuelle, politique, collective. On ne peut pas dire qu'il y ait de la part de l'institution ecclésiastique française, catholique, d'anti-américanisme. En revanche, certains intellectuels catholiques ont pu participer à un anti-américanisme condamnant surtout la société américaine comme étant une société de vulgaire consommation. Pas suffisamment intéressée par les enjeux spirituels. Ce qui est un paradoxe, parce que quand vous vivez un peu aux États-Unis,
vous vous apercevez que les préoccupations spirituelles, du moins religieuses, sont beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en France. La France, vous savez, ne doit pas être perçue aujourd'hui comme un grand pays catholique. C'est fini de chez fini. La France est un des pays les plus déchristianisés au monde. Les statistiques sur le pourcentage d'athéisme montrent que la France est un des pays, avec la Chine, les plus athées au monde. Donc, la France, comme puissance intervenante de l'Église catholique française, et l'Église catholique française, c'est plus grand-chose. Hein? C'est encore un grand témoin moral, touché par des affaires redoutables, de mœurs comme l'Église américaine, comme l'Église allemande, on apprend, comme l'Église irlandaise, comme l'Église italienne, comme l'Église espagnole. Voilà. Ça, c'est le problème du célibat des prêtres catholiques. Hein. Voilà. Et du type d'individus qui, parfois, choisissent une vocation ecclésiastique pour de mauvaises raisons. Hein. Voilà. Et en particulier la fréquentation de jeunes captifs. Quoi. Hein. Voilà. Parce qu'en Irlande, c'est ce qu'on est en train de découvrir. C'était presque une industrie. C'est hallucinant pour ça. Bon. Donc, mais indépendamment de ça, quand vous regardez les textes de la conférence épiscopale, vous n'avez pas du tout de texte anti-américain. Simplement, c'est une culture et une civilisation qui est très loin de beaucoup d'intellectuels catholiques français. Voilà. Hein? L'antiprotestantisme, il existe, oui. Les parpaillots, quoi. Il y en a un ici, donc... Mais vous voyez qu'on lui dit bonjour. Il est là avec nous ce soir. Mais, oui. Mais les Français sont toujours étonnés par deux choses aux États-Unis. Le rôle encore de la foi aux États-Unis. Ça étonne beaucoup les Français. Le nombre d'églises dans un petit village comme Middlebury. Là, les Français se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui vont dans les églises, alors que nous, il y a 3 vieilles femmes qui y vont. Très souvent. Les églises sont vides en France. Elles sont vides. Il y a ça, et le drapeau américain dans les jardins. Ça, les Français ont beaucoup de mal à comprendre ça. Il n'y a pas un drapeau français dans un jardin en France. Hein? Au contraire, si vous en mettez un, vous passez pour un dangereux excité d'extrême droite. Mais vraiment, vraiment. Hein. Vous mettez un drapeau français dans votre jardin, là, ils vont prévenir la police en disant qu'il faut aller l'arrêter. C'est un activiste d'extrême droite. Voilà. Ça et la fréquentation religieuse, vraiment, les Français ont beaucoup de mal à comprendre qu'un grand pays qui a connu un très fort développement économique, hein, qui est travaillé par des tendances de libéralisme des mœurs, hein, assez profondes, pas partout. Quand vous regardez ce qui se passe sur le terrain de l'avortement aux États-Unis, vous apercevez qu'il y a des phénomènes de grande régression qui n'existent pas en France. Hein. Les positions favorables à l'interdiction de l'avortement en France, c'est devenu tout à fait marginal. Vous ne trouveriez jamais une région française, contrairement à des États américains, dans lesquels on pourrait dire, ben voilà, là, les femmes sont obligées d'aller dans la région d'à côté pour se faire avorter. Ça n'est pas imaginable. Et donc, les Français sont très surpris de ce qu'ils considèrent comme étant des restes d'une société traditionnelle. Alors que quand vous parlez aux Américains, ça n'est pas ça. Vous voyez ? Nous, on décode ça comme étant, mais comment un pays aussi développé peut avoir encore l'archaïsme religieux et l'archaïsme patriotique. Parce que beaucoup de Français considèrent que le patriotisme, c'est archaïque, et que la religion, c'est archaïque. Hein? Ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Et même des intellectuels. Hein? Il faut les prendre pendant 1 heure, et encore, au bout d'1 heure, ils ne sont pas convaincus. Ils ne seraient pas intellectuels aussi. Bien. Est-ce que vous avez encore une question? The last one? Oui. Moi, si vous parlez par rapport à la prise de parole de la porte-parole des hauts commissariats des États-Unis lors des émeutes,
qu'elle avait dit qu'il fallait s'occuper du sérieux problème de racisme dans les forces de l'ordre françaises. Or, c'est plus un problème de violence des jeunes, parce qu'on voit aussi que les émeutes elles se sont déplacées à Montréal, en Suisse, en Belgique, et j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, ça va renforcer la haine que les Français ressentent du point de vue des Américains. Et il faut savoir que le wokisme en France, il n'est pas très bien vu, le wokisme américain. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, de jeunes, ont l'impression que les Américains imposent leur point de vue nouveau à l'Europe, et notamment à la France. Et avec cette prise de parole, ça a un peu renforcé ça. Alors, cette lecture, en effet, des émeutes uniquement au travers du prisme racial, on le retrouve beaucoup dans la presse américaine, dans la lecture des dernières émeutes. En particulier au travers de l'utilisation d'une expression qui est très forte dans le wokisme américain, du racisme systémique. C'est-à-dire qu'il y aurait un racisme systémique de l'État français et de la police française. Les Français ne se retrouvent pas dans cette lecture. Quand vous regardez les enquêtes, les jeunes un peu plus que les catégories supérieures, mais les Français ne se retrouvent pas dans cette lecture. Et en cela, il y a une différence, j'allais dire, de modèle culturel extrêmement profond qui revient au problème que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons deux méthodes différentes pour faire nation. Deux méthodes différentes pour faire communauté. Les Américains ont choisi une méthode qui est une méthode qu'on pourrait qualifier de multiculturelle, avec une reconnaissance des communautés dans l'espace public. Très bien. Le Canada aussi, certains pays, d'ailleurs très souvent anglo-saxons, adoptent le même type de stratégie. La France, c'est tout à fait autre chose. La France ne se retrouve pas du tout dans cette approche multiculturaliste. La France considère, en effet, que ce sont des droits de l'homme universels accordés à vous en tant que citoyen qui émancipent. Et que toute référence à un statut communautaire est au contraire pas une libération mais un enfermement. Un enfermement dans le particulier et pas dans l'universel. Seul l'universel émancipe, pas le particulier. Bon. C'est, si vous voulez, un problème. Il n'y en a pas un qui a tort et l'autre qui a raison. C'est deux manières de faire nation, de faire groupe. Vous voyez, c'est moi, en tant que communauté catholique, je n'ai jamais dit que j'étais catholique, jamais. Je ne dis mais pas à mes étudiants, j'ai jamais fait de... Vous voyez, jamais, 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 jamais. Hein? Et j'avais un petit copain juif, quand il rentrait au lycée, il prenait sa kippa, il la mettait dans sa poche. Et on n'en parlait plus. Voilà. Hein? Alors, le problème, ça a très bien fonctionné, c'est le pacte laïque, si vous voulez, d'une certaine manière. Hein? Les croyances, toutes les croyances sont reconnues, religieuses, philosophiques, etc. Elles ont le droit de s'exprimer dans l'espace essentiellement privé, mais dans l'espace public, elles n'ont pas de statut. Voilà, elles n'ont pas de statut. Hein? Et on ne peut pas se prévaloir de son origine musulmane, de la couleur de sa peau, de sa croyance religieuse, pour accéder à des droits particuliers. Nous avons des droits uniquement en tant que citoyens, point la ligne. Hein? Et on ne veut pas savoir, vous voyez, l'idée de... Je sais que c'est un débat aux États-Unis avec la dernière prise de décision de la Cour suprême, mais l'idée de ce que vous appelez l'action affirmative, que nous on appelle discrimination positive. Vous voyez déjà, hein? On considère que vous discriminez, que les Américains discriminent. Ce n'est pas du tout de l'affirmation, pour nous, action affirmative, pas du tout. C'est de la discrimination. Hein? Parce qu'on dit, voilà, vous êtes de telle origine, vous aurez tant d'entrées dans l'université, il y a tant de places, etc. Mais en France, c'est inimaginable de faire ça. Tout de suite, on vous dira, mais attendez, vous introduisez des droits différents pour des jeunes à 18 ans en fonction de la couleur de leur peau?
Mais c'est un scandale. Vous voyez. On vit ça, nous, comme un scandale. Hein, vous voyez. Donc, c'est deux approches qui sont des approches, mais extrêmement différentes. Donc, quand on fait de la discrimination positive, par exemple à Sciences Po, on a cherché même à introduire, hein, on ne le fait pas à partir de critères comme aux États-Unis. On le fait sur une base uniquement socio-économique. On dit, voilà, on va essayer de favoriser les jeunes qui sont issus de lycées, qui sont des lycées de communes pauvres, de communes à problème. Et on sait qu'en faisant ça, on aura plus d'enfants issus de l'immigration dans ces lycées de zones en difficulté que dans un lycée de centre-ville. Mais jamais, même à Sciences Po qui est allé le plus loin, vous voyez, dans cette discrimination positive à la française, hein, jamais on a fait référence à la notion d'ethnie, jamais, 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 il n'en est pas question. Et quand on a voulu imposer ça, allez, la majorité du corps enseignant était contre la mesure, en disant, mais où est l'égalité républicaine? Où est l'égalité? Il n'y a pas d'égalité républicaine, vous discriminez. Vous faites du racisme à rebours. C'est pour ça que le débat sur le wokisme est un débat. Bien sûr, le wokisme progresse, parce que voilà, les États-Unis exportent leurs étudiants. Les étudiants américains sont une des forces qui amènent le wokisme dans les pays dans lesquels ils sont étudiants. Moi, je le vois à Sciences Po, c'est très net. C'est au travers des étudiants américains, australiens aussi, que le wokisme est venu, parce que les étudiants français, au début, n'étaient pas du tout sur ces positions. Mais le wokisme fait l'objet, en France, oui, d'un vrai combat, en ce moment. D'un vrai combat. Parce que la majorité de la population n'en veut pas. N'en veut pas. Certains intellectuels en veulent. Parce que c'est une... Ils disent, voilà, c'est mieux que notre système, qui est présenté d'ailleurs par beaucoup d'Américains comme un système raciste. Hein, l'universalisme républicain serait un racisme, parce que ce serait un modèle que l'on veut imposer. Et forcément, c'est les blancs, mâles, qui imposent ce modèle. Vous voyez, on retombe dans la lecture du wokisme. Mais la population française, alors là, est farouchement opposée à cela. Dans les élites intellectuelles, il y a un débat, mais le débat est très dur en ce moment. C'est un débat même un peu violent, plan intellectuel. Hein? Violent. Et violent même dans les minorités, parce qu'il y a des minorités qui ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a des minorités qui sont très favorables au système américain, en disant c'est le moyen pour nous de promouvoir nos conditions, mais il y a des minorités qui sont farouchement opposées. Hein? Arrêtez de nous prendre pour des Noirs. Vous voyez? Arrêtez de nous prendre pour des Latinos. Arrêtez de nous prendre pour des Arabes. Quoi. Moi, je suis citoyen français, je ne suis pas arabe, je ne suis pas noir, je ne suis pas d'origine latino, etc. Je suis français. Et mes droits, c'est en tant que français. Ce n'est pas en tant que jeune femme, handicapée, noire. Non, ça, je n'en ai rien à foutre. Hein, vous voyez? Donc, vous avez là ça, alors là, il y a deux différences hein, entre la France et les États-Unis, extrêmement fortes, extrêmement violentes. Moi, j'ai été frappé, je le disais à mes étudiants ce matin, du ton de la presse américaine hein, sur les émeutes. À mon avis, c'est très dur, hein, le ton de la presse américaine sur les émeutes en France. Ils ont une lecture, ils croient avoir tout compris. À mon avis, ils n'ont compris que la moitié du processus. Hein. Mais ils ont l'impression que, voilà, les jeunes se sont révoltés parce que ils font l'objet de stigmatisation liées à leurs conditions ethniques, culturelles, sexuelles, etc. Je crains que ça soit que, j'allais dire, 20% du problème, et que 80% du problème appartient tout à fait à un autre registre. Mais les journalistes américains que j'ai, moi aujourd'hui, les journalistes américains sont sur une position radicalement autre. Hein, radicalement autre. Et on le voit à Paris, avec les étudiants américains. C'est pas facile, hein, parce que les étudiants américains sont, je dirais, à 70%, ils partagent ce modèle.
30% des étudiants américains sont en fait des résistants silencieux à ce modèle. 30% des étudiants américains, ils ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent pas le dire. C'est très intéressant. J'ai eu des étudiants américains qui venaient me voir à Middlebury à la fin et qui me disaient, voilà, on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord avec ce type de modèle multiculturaliste. On n'ose pas le dire, parce qu'on ne peut pas le dire. Nos camarades nous stigmatisent. C'est exactement comme en France, on a fait une enquête à Sciences Po, je l'ai faite avec mes étudiants. Sciences Po, une enquête a été faite par Anne Muxel et un collègue. Sciences Po, 60% des étudiants ont voté à peu près au premier tour, 55% ont voté pour la gauche de la gauche. C'est-à-dire sont très très à gauche. Très à gauche. 60% au premier tour. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, des étudiants de droite, pas du Front National, il n'y en a pas à Sciences Po. Des étudiants de Rassemblement National, ça n'existe pas. Mais des étudiants de droite, vous voyez, de droite, conservateurs, quoi, libéraux, disent, mais on souffre. On ne peut pas dire qu'on est de droite à Sciences Po. Et je regarde en tant que professeur, ils n'ont pas tort. S'ils disent qu'ils sont de droite, ils se coupent le réseau amicaux. On ne leur parle plus. Ils sont isolés. Ils sont stigmatisés. Donc à Sciences Po, il y a une cellule qui lutte contre les stigmatisations liées à sexe, race, voilà, l'ethnie, etc. Bon, qui lutte contre toutes les violences liées à des stigmatisations. Très bien. Et c'est surtout les violences genrées. Hein. Mais le directeur, je lui ai donné ce rapport qui a été fait par les étudiants, sur une enquête faite sur les étudiants, qui décrivait leurs difficultés et leur souffrance à être de droite à Sciences Po. Et le directeur, après avoir lu ça, m'a dit, écoute, je vais la soumettre à la cellule de lutte contre les violences. Ces étudiants, en effet, connaissent une violence. Et donc, il va, à partir de la rentrée prochaine, essayer de lutter en milieu étudiant en disant, écoutez, toute institution universitaire est pluraliste par définition. Vous devez respecter le pluralisme des croyances. Vous respectez bien un musulman, un catholique, un athée, un protestant. Politiquement, vous devez respecter un type de droite, un type de gauche, un type du centre, un type de l'extrême gauche, un type de l'extrême droite. C'est ça le pluralisme. Hein? Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas évident. Comme quoi, il faut se méfier, mais ça, moi je le vois parce que ça fait longtemps que j'en sais, se méfier des effets de groupe. Vous voyez, hein? Il y avait après un historien, pas un historien, un romancier français que vous connaissez peut-être, juif, Albert Cohen, qui a écrit des livres absolument merveilleux. Et Albert Cohen disait, il vivait à Marseille quand il était petit, et il souffrait d'antisémitisme. Et très souvent sur les trottoirs, on disait juif, 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 youpa, youpa, youpa. Et Albert Cohen disait, moi j'étais enfant à l'époque, je ne comprenais pas tellement, je rentrais chez mes parents, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire youpa? Ben, c'est une insulte pour les juifs. Et dans le livre où il en parle, il dit en fait, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que très souvent, les gens s'aiment de détester ensemble. Et les gens s'aiment de détester ensemble. Très souvent dans les groupes, ben voilà, on s'aime bien parce qu'on partage tous le même avis et que quelque part on a les mêmes ennemis. Hein, on s'aime de détester ensemble. Et on le voit bien dans tous les groupes d'étudiants comme autre chose. Hein, on s'aime de partager les mêmes convictions, mais ceux, attention, qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, on va les exclure. Et il y a dans toute l'université un travail de tolérance à faire, en tout cas en France, il y a un vrai travail de tolérance à faire. Parce que vous avez des gens qui sont en souffrance, quoi. Hein, comme une personne voilà, handicapée, peut-être en souffrance dans un groupe, comme, voilà, si on commence à sentir qu'être de droite, c'est un handicap, ben voilà, vous êtes stigmatisé, vous êtes marginalisé,
Voilà, dans les 19, ça a été fait sur 19 entretiens avec des étudiants de droite, il y en a un qui est tombé en dépression nerveuse. Voilà. Parce qu'il était totalement isolé. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a des républicains ici, j'en ai eu il y a 5 ans, il y avait un républicain. C'était pas facile pour lui, en gros. Mais heureusement, il était très costaud, très sympathique au point de vue humain. Et donc, il arrivait à se faire respecter dans le groupe. Il n'a pas eu besoin d'être aidé. Hein? Mais voilà. Et ça pose un dernier problème, puis après je me tais. Ça pose un dernier problème. L'université, les profs, les étudiants. Nous sommes là aussi pour représenter une société. Vous allez sortir, vous allez avoir des responsabilités dans l'entreprise, l'administration, vous allez devenir prof. Bon, vous allez être dans cette société américaine, telle qu'elle est. Non pas telle que vous la rêvez, mais telle qu'elle est. L'université ne peut pas être à des années-lumière de la société américaine. L'université américaine ne peut pas être à des années-lumière. C'est extrêmement dangereux. Quand la société américaine ne se retrouve plus dans son université, et vice-versa, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez ? Et je crois qu'il y a dans toutes les universités de véritables problèmes. C'est-à-dire que les universités sont très souvent assez peu représentatives des sociétés dans lesquelles elles vivent. Et on se doit de représenter la diversité de nos pays. On ne peut pas être des espèces d'isolats homogènes. Hein. Et vous le voyez bien dans le phénomène Trump, mais c'est essentiel cette affaire. Le phénomène Trump, c'était à un moment la société américaine qui perçoit les institutions qui forment les élites américaines, à savoir les universités, comme étant un monde à part. Un monde qui a des mœurs complètement différentes, qui n'est plus du tout représentatif de la société américaine. Voilà. Et en France, c'est exactement pareil. Vous voyez, quand vous avez Sciences Po, soi-disant, forme des élites. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui sont venus me voir quand ils ont lu le livre d'Anne. Ils m'ont dit, écoute, Pascal, moi je suis le président des anciens de Sciences Po, des alumni. Et beaucoup d'alumni sont venus me voir en me disant, à moi, s'il s'agit de recruter, si en recrutant un étudiant de Sciences Po, je suis sûr qu'il y en a 60% qui sont d'extrême gauche, je n'en recrute plus. Parce que moi, je ne vais pas recruter dans mon entreprise un type d'extrême gauche. Il sera mal dans l'entreprise, il se dira, je travaille pour le capitalisme international, etc. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, je vais aller voir ailleurs. Je vais aller recruter ailleurs. Et de son point de vue, vous pouvez que le comprendre. Le type qui dirige une entreprise qui, je ne sais pas, moi, fait des poutrelles en acier, il ne va pas recruter un type d'extrême gauche dans son équipe dirigeante. Parce que le type va lui déclencher des grèves, des... Voilà. Donc, voilà. Aussi la pousse. Aussi la pousse. Voilà. Bon, voilà, on termine. On termine. Merci à vous. Merci.